Aujourd'hui, nous avons accès à de nombreux outils pour faciliter les investissements. Il peut donc être tentant pour un débutant de se lancer rapidement sans avoir vraiment pris le temps de se former. De plus, certaines erreurs ont tendance à être plus présentes chez les investisseurs qui n'ont pas encore une grande expérience. Nous allons donc voir les 7 erreurs de débutants à ne pas faire lorsque l'on parle d'investissement. Reste bien jusqu'à la fin puisque la dernière erreur conditionne la performance de tes investissements tout au long de ton parcours. Pour approfondir ce qui va être dit ici, tu peux également aller voir cette vidéo qui parle des 7 erreurs à ne pas faire dans l'investissement, mais cette fois-ci l'investissement immobilier locatif. Tu pourras également aller faire un tour dans la description pour retrouver des fiches pratiques sur différents sujets liés à l'investissement. Tu peux liker la vidéo, la partager, mais également t'abonner pour ne rien rater. Et aussi, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je suis Nico de Gérer son patrimoine. Ici, je t'apprends à investir correctement et à construire ton patrimoine. La première erreur est courante chez certaines personnes qui ne sont pas encore lancées dans le monde de l'investissement. Cette erreur, c'est croire qu'il faut être riche pour investir. Pour beaucoup de monde, pour investir, il faut beaucoup d'argent. Alors oui, il faut épargner pour investir puisqu'en effet, on a besoin de faire travailler un capital, mais nous n'avons pas besoin d'épargner énormément tous les mois. Avec les outils actuels, il est possible de placer son argent à partir de 1 euro. Dans un premier temps, si tu n'as pas beaucoup d'argent, l'objectif va être de commencer, d'initier le processus. Cela te permettra de comprendre les outils que tu utilises et de te faire ton expérience, même avec des petits montants, et surtout de mettre en place une habitude. En commençant dès maintenant, les erreurs que tu feras avec ces premiers euros ne seront plus faites lorsque tu augmenteras ton épargne à investir au fur et à mesure de ta vie. Ça serait quand même dommage d'attendre d'avoir de l'argent pour s'intéresser à l'investissement et faire des erreurs sur des sommes importantes alors que tu aurais pu en quelque sorte t'exercer sur des petits montants. De plus, on sous-estime l'argent qu'il est possible de générer avec l'investissement même en commençant avec un petit capital et en épargnant une petite somme tous les mois. Prenons tout d'abord ce simulateur que tu pourras retrouver et télécharger gratuitement en description. Ici, nous allons tout d'abord renseigner l'épargne mensuelle, ensuite le rendement du placement, donc nous allons prendre 7% qui est légèrement inférieur au rendement historique des actions de grandes entreprises de pays développés. Et nous allons faire cet investissement de 30 euros par mois sur 15 ans. Au bout de ces 15 ans, le capital total investi est de plus de 5 000 euros avec près de 4 000 euros d'intérêts générés, ce qui fait un capital final de plus de 9 000 euros. Cela démontre bien l'intérêt d'investir plutôt que de simplement épargner sur un compte non rémunéré, mais surtout qu'il suffit de petites sommes, ici quelques dizaines d'euros par exemple, par mois pour avoir des résultats. La deuxième erreur est de ne pas avoir de stratégie clairement définie. La stratégie va évoluer au fur et à mesure de ta vie d'investisseur. Elle évoluera en fonction de tes objectifs qui vont changer, mais également en fonction de tes connaissances qui vont s'améliorer dans ce domaine au fur et à mesure des années. Cependant, dès le début, même si tu as peu de connaissances, tu dois mettre en place une stratégie et t'y tenir. Si tu n'as pas de plan, tu vas suivre les tendances que l'on retrouve dans les médias, sur les réseaux, tu vas écouter les bons plans de ton ami, de ton cousin, et donc tu investiras au hasard sans que tes investissements soient adaptés à tes objectifs. La stratégie, c'est ton cadre, c'est ce qui va te permettre de ne pas t'éparpiller. Bien évidemment, pour élaborer ce plan, tu vas avoir besoin d'un minimum de connaissances que tu pourras retrouver gratuitement sur cette chaîne avec les vidéos longues ou sur mon compte Instagram avec les vidéos courtes. Si tu souhaites aller plus vite et surtout avoir une stratégie adaptée à ton profil actuel, tu peux également contacter un conseiller en investissement financier agréé par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Donc n'hésite pas à réserver un appel avec moi, tu trouveras le lien en description. La troisième erreur est le manque de diversification. Certains débutants ou même personnes plus confirmées choisiront de mettre une grosse partie de leur patrimoine sur un seul actif, par exemple de la crypto-monnaie, des actions ou alors de l'immobilier parce qu'ils préfèrent ou connaissent le mieux cet actif. Il faut faire attention car la variation de la valeur d'un actif dépend du cycle économique dans lequel on se trouve. Quelqu'un qui avait mis tout son patrimoine sur l'immobilier en 2020 se retrouve aujourd'hui très certainement en moins-value latente. En revanche, quelqu'un qui a mis tout son patrimoine toujours en 2020 sur un certain type d'action se retrouverait aujourd'hui très certainement en plus-value latente.
On comprend donc le risque du manque de diversification, mais on comprend surtout l'avantage de la diversification. Si la personne qui avait acheté que de l'immobilier en 2020 diversifiait en achetant un petit peu d'actions, elle aurait pu réduire considérablement sa moins-value latente. Il s'agit d'un exemple assez grossier, mais qui permet de comprendre le principe de diversification. Cependant, je dois mettre en garde sur une chose dans cette troisième erreur. On pourrait parler d'une autre erreur qui, à l'inverse du manque de diversification, est la surdiversification. Certaines personnes, par peur, par crainte même, souhaitent diversifier et acheter tous les actifs disponibles sur le marché. Cependant, en faisant ça, on va réduire considérablement le rendement final. Tout est une balance entre le risque et le rendement. En ne diversifiant pas du tout, on peut avoir des pertes très importantes, mais également des gains très importants. En diversifiant trop, on réduira le gain potentiel important, mais la volatilité du portefeuille sera également moins importante. La quatrième erreur est de ne pas tenir compte des frais. Plus tu feras par toi-même, moins tu auras de frais car tu réduiras les intermédiaires. Par exemple, être en gestion active sur son assurance vie coûte moins cher puisque tu gères toi-même tes actifs plutôt que d'être en gestion passive où tu délègues la gestion à l'organisme. Mais il y a également d'autres types de frais à prendre en compte. Les frais des plateformes d'investissement que tu vas utiliser, ils peuvent être clairement visibles ou alors parfois cachés. Certaines plateformes vont par exemple vendre un actif légèrement plus cher que son prix réel et donc se faire une marge, c'est ce qu'on appelle le spread. Clairement aujourd'hui, pour ne plus payer des frais exorbitants, tu dois éviter les produits des banques physiques. Attention, parfois il peut être intéressant de payer des frais par exemple avec des banques en prenant un de leurs produits s'il y a une négociation derrière à l'obtention d'un crédit immobilier pour de l'investissement locatif. Avec le tableau de simulation de rendement d'un actif, on peut simuler l'impact des frais sur la performance. Dans le tableau, on voit la cellule inflation car il permet à l'origine de calculer l'impact de l'inflation sur ton capital. Ici, pour exemple, on va pouvoir détourner cette cellule en considérant qu'il s'agit non plus de la cellule inflation, mais de la cellule frais. En reprenant les mêmes données que précédemment, donc avec les 30 € par mois sur 15 ans et les 7% de rendement annuel, nous ajoutons maintenant des frais de 1%. On retrouve comme précédemment notre capital final d'un peu plus de 9 000 € et on voit qu'avec les frais, il passe réellement à 8 000 €. Des frais de 1% nous font donc perdre près de 1 000 € sur 15 ans avec des versements mensuels assez raisonnables de quelques dizaines d'euros. C'est pourquoi on entend parler de certaines assurances vie détenues par des particuliers qui ne font pratiquement pas de plus-value au bout de plusieurs années. Il suffit que le capital soit placé sur des actifs peu performants et qu'en plus les frais soient importants pour que cela annule complètement le rendement, voire que l'investisseur soit en moins-value latente. L'erreur numéro 5 est de sous-estimer la psychologie de l'investisseur. On se souvient qu'une des erreurs était de ne pas avoir de stratégie claire dès le début. Un cadre non établi va forcément pénaliser les comportements de l'investisseur à cause de sa psychologie. Ses actions seront guidées par ses émotions et il réagira au gré des fluctuations de l'actif. Ce graphique illustre très bien ce qui se passe dans la tête d'un investisseur débutant, voire même confirmé lorsqu'il n'y a pas de plan établi. La courbe représente le prix de l'actif en question. Ici, on pourra prendre par exemple le prix d'une action. On voit qu'à chaque point, on a le biais psychologique de l'investisseur. Dans une période haussière, on remarque l'euphorie qui fait acheter de plus en plus de titres. Dans une période baissière, à partir d'un certain niveau, la panique entre en jeu et c'est à ce moment-là que l'investisseur décide de vendre tous ses titres. Il devra attendre un certain moment pour reprendre confiance en la valeur et achètera une nouvelle fois dans les plus hauts. Beaucoup de personnes qui perdent de l'argent en bourse ont cette psychologie car on se rend compte qu'ils achètent un actif cher et surtout qu'ils le revendent lorsque celui-ci perd de la valeur. Pour ne pas se laisser guider par ses émotions, il existe plusieurs méthodes. Tout d'abord, il faut se forcer à arrêter d'écouter le bruit ambiant. Les médias annonceront souvent des crises et seront alarmistes pour vendre plus leurs articles. Mais cela impacte fortement la psychologie de l'investisseur. Il faut garder son esprit critique et ne pas tomber dans la psychose à chaque mauvaise nouvelle. Également, il faut éviter de trop suivre son portefeuille. Cela peut paraître paradoxal, mais ici c'est de l'investissement, ce n'est pas du trading. Suivre le cours de l'actif dans lequel on investit trop fréquemment ne sert à rien
puisque si tu as choisi d'acheter cet actif, c'est que tu l'as sélectionné pour un horizon de temps long terme, surtout sur le marché action par exemple. Quand tu achètes une maison ou un appartement en général, tu ne regardes pas tous les jours combien il vaut. Alors pourquoi avoir cette logique avec les actifs financiers que tu achètes? Je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps revenir sur les fondamentaux d'une entreprise, par exemple si c'est une action en stock picking, mais cela ne doit pas être fait tous les jours, cela peut être fait une, voire 2 ou 3 fois par an. Une autre méthode très intéressante pour diminuer la volatilité de son portefeuille et donc éviter la prise de mauvaises décisions, c'est l'investissement en DCA, Dollar Cost Average. Cette méthode permet d'investir de manière régulière sans prendre en compte les fluctuations de l'actif. En faisant ça, tu achèteras lorsque le prix sera élevé, mais également lorsque nous serons dans un mouvement baissier. Chaque achat dans le mouvement baissier te permettra de réduire ton PRU, prix de revient unitaire. Comme on l'a dit précédemment, il faut également que tu te définisses un plan afin que tu saches quoi faire même en cas de période d'incertitude. L'erreur numéro 6 est de négliger la fiscalité. On a vu précédemment que les frais pouvaient rogner la performance de ton investissement. Pour la fiscalité, c'est le même topo. Alors attention, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa et chercher à défiscaliser à tout prix au détriment du rendement. Selon moi, il faut déjà faire passer le rendement dans un premier plan, puis ensuite optimiser la fiscalité quand c'est possible. En effet, en cherchant à défiscaliser dans un premier temps, on se retrouve à acheter du Pinel qui n'a aucun rendement, mais qui par contre permet de payer moins d'impôts. Normal, il n'y a pas de rendement. Pour cela, il existe plusieurs méthodes, mais également des enveloppes avantageuses pour l'investisseur, comme le PEA, le plan épargne action, qui permet une exonération d'impôts sur les gains au bout de 5 ans de détention. Il y a également l'assurance vie avec sa fiscalité allégée au bout de 8 ans et même un abattement annuel permettant le retrait sans fiscalité. Tu pourras aller voir la vidéo qui explique tout de l'assurance vie en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran. Il existe aussi par exemple le PER pour défiscaliser au versement. Bien sûr, l'utilisation de ces enveloppes et de ces méthodes dépendront du profil de l'investisseur et de ses objectifs. La dernière erreur qui coûte cher aux investisseurs débutants, mais également à ceux un peu plus confirmés, c'est de ne pas définir d'horizon de temps et surtout penser trop court-termiste. Cela rejoint un petit peu l'erreur numéro 5, puisque lorsque l'on construit son plan, on doit définir l'horizon de temps d'investissement pour chaque enveloppe investie. Cela permet de ne pas se focaliser de manière régulière sur son investissement alors qu'il est placé pour un horizon de temps long terme. En faisant ça, on réduit donc le risque de mauvaises décisions suite à des mouvements importants sur le marché. À partir du moment où le plan de l'investissement est défini et on sait quand il faut acheter de manière régulière et surtout qu'on sait qu'on doit le faire pendant un certain laps de temps, alors il n'y a plus d'autres questions à se poser. Ça, cette robotisation, c'est le suivi rigoureux de la stratégie qui permettra la performance. Investir sur le marché action et regarder son portefeuille au bout de 6 mois pour faire le point n'a aucun sens. Par exemple, quand on achète ce type d'actif, l'horizon d'investissement est d'environ 10 ans minimum. Il faudrait donc suivre son plan d'investissement pendant minimum 10 ans et ne pas tirer de conclusion avant. C'est en quelque sorte l'état d'esprit à avoir, même si je caricature ici. Pour le marché action, il faut savoir que plus le temps investi s'allonge, moins le risque de perte est grand. Par exemple, si nous prenons cette étude de Fisher Investment, nous voyons sur l'axe des abscisses le nombre d'années investies sur le marché action et plus particulièrement ici l'indice américain S&P 500. Sur l'axe des ordonnées, nous voyons le pourcentage des probabilités d'être en positif avec cet investissement. Il faut retenir que l'on va dépasser les 90% à partir de 6 ans de détention environ et qu'il faudra attendre environ 16 ans pour être sûr d'être positif sur cet indice. La conclusion qu'il faut en tirer lorsque l'on lit ce graphique, c'est qu'on doit se rendre compte qu'il suffit d'un horizon de temps long terme sur le marché action pour avoir un retour sur investissement pratiquement certain. Attention, ici ce graphique se base sur un indice, mais dès que l'on va sélectionner des actions par nous-mêmes, il y a évidemment d'autres risques, comme le risque de faillite de l'entreprise par exemple. Donc là, il faudra être plus rigoureux dans la sélection. Pour résumer le tout, il faut un plan clair, une stratégie détaillée, avoir en tête l'horizon de temps d'investissement pour chaque actif choisi et bien sûr faire attention à ce qui peut rogner le rendement comme les frais ou encore la fiscalité. La patience et la rigueur feront de toi un investisseur performant.
J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout que tu as pu réfléchir à des erreurs que tu fais actuellement ou que tu as pu faire par le passé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles sont les erreurs qui t'ont coûté le plus d'argent dans l'investissement. Tu pourras cliquer ici pour t'abonner et ne rien rater aux prochaines vidéos. N'hésite pas à aller voir la dernière vidéo en cliquant juste là. Je te dis à la prochaine et surtout prends bien soin de tes investissements.